Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton pour cet épisode spécial Les Chambres Rouges. On doit dire d'emblée que Jean-François et moi, on a vraiment adoré le film et on avait hâte de rencontrer nos invités. Oui, exact. Et fait qu'on a eu le plaisir de voir. D'habitude, en fait, on rencontre les gens avant la sortie du film, mais là, dans le cas de la tournée promotionnelle, c'était pas juste pour nous à Québec. Là. Ils n'étaient pas capables de le faire en amont, fait que le film a pris l'affiche. Et après, il y a eu dans plusieurs cinémas de la ville de Québec, pas de la ville de Québec, pardon, de la province de Québec, les événements spéciaux. Fait qu'on a reçu le duo choc de production et de réalisation, Dédé et Pépé, Dominique Dussault et Pascal Plante. C'est au moins leur troisième collaboration, mais peut-être même pour des courts-métrages avant, je suis moins féru dans ce dossier-là, mais pour en tout cas les 3 longs-métrages de Pascal, c'était avec Nemesis Film. Écoute, super intéressant, encore plus quand c'est un film qu'on aime, mais c'est un film qui a plusieurs couches d'oignons, si on veut en faire un jeu de mots avec le Dark Web. Ça fonctionne en Onion, justement, les secrets et tout. Fait que, ouais, c'est ça, c'était bien intéressant de discuter avec lui. On aurait pu parler encore et encore. Et c'est aussi quelqu'un, comme vous allez comprendre, il a des réponses à toutes les questions du film, mais il ne tient pas à les donner nécessairement, sinon ça enlève tout le jeu de la réflexion. Ben oui, il garde le mystère parce que c'est un peu la force des Chambres Rouges où notre protagoniste, elle est très ambiguë. C'est difficile de s'attacher à elle parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'elle est gentille, elle est bonne? Et tout ça dans un récit là, assez sombre. Donc, c'est assez déstabilisant comme expérience, mais on vous le recommande quand même chaudement parce que c'est un film hyper maîtrisé. Oui, et si tu permets justement, parce que là, nous, on l'a vu 2 fois déjà, mais je vais peut-être revenir avec un petit synopsis rapide si vous n'avez pas écouté notre épisode du 11 août. Exactement, quand il a pris l'affiche. On suit principalement le personnage de Kellyanne, joué par Juliette Gariepi. Mais en fait, tous les comédiennes, même principalement du film, c'est pas des visages tant que ça connus, comme on discute avec lui, entre autres, dans l'entretien. C'est pas des non-acteurs, là. C'est des gens très solides et qui tiennent le film sur leurs épaules, mais c'est pas des non-connus, justement. Pas des vedettes. Non, exact. Ou probablement des vedettes en devenir. Peut-être. Voilà. Alors, cette dite Kellyanne, on se rend compte que tous les jours, elle va assister au procès d'un présumé tueur en série qui aurait séquestré, démembré, violé 3 jeunes filles et surtout il a filmé ses actes, il les a diffusés dans des chambres rouges sur le Dark Web, donc des gens qui payent pour assister à ce spectacle de l'horreur. Fait qu'on se demande pourquoi à tous les matins, elle se rend là. Elle va un peu malgré elle, se lier d'amitié avec une autre jeune fille qui est un peu comme ça, fan de ce genre de tueur-là qui veut prendre sa défense. Ça va nous permettre de connaître un peu plus qui est Kellyanne, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, pourquoi elle a un mode de vie si singulier, mais on n'aura pas justement toutes nos réponses nécessairement. Fait que ça devient très mystérieux d'être-tu avec lui, pour lui, en amour, contre... bref. On dévoile pas tout ce que le film dit, mais le film ne dit pas tout non plus. C'est pas frustrant pour autant là, quand on dit ça qu'il laisse des réponses. Fait que bref, à moins qu'on soit le seul média que vous écoutez sur le cinéma, mais sinon, en général, les critiques sont excellentes de son film. Bien maîtrisé. C'est vraiment un suspense aussi, même si on parle là, de toutes ces scènes horrifiques-là, on ne les voit pas. Il y a certains moments où on va les entendre, mais on ne les voit pas dans le film. Fait qu'il n'y a pas de danger là-dessus. Là. Il n'y a pas de gore, il n'y a pas de non, c'est ça. C'est dégueulasse. C'est un film qui dérange, mais il n'y a rien de graphique. Donc, si ce genre-là vous repousse, allez-y. Là, je sais pas, on n'est pas dans la décadence. Non, c'est ça. Le tout, but n'est pas de choquer nécessairement, mais autant j'en discutais avec d'autres mondes après la projection d'hier, puis... c'est comme si, on dirait qu'on peut résumer le film sur 3 phrases quasiment, mais pourtant, c'est très chargé. Pas surchargé, mais c'est très chargé. Il y a à peu près 3 lieux où la majorité des choses se passent, outre quelques transitions, mais c'est super excitant. Là. Toute la scène d'introduction à quelques plans séquences qui expliquent tout dans le tribunal, c'est vraiment rythmé, c'est vraiment bien fait. Ce qui pourrait être pénible et plate, et finalement un travail de mise en scène et de chorégraphie pour rendre tout ça vraiment haletant. Oui, puis une des forces du film, c'est vraiment les cadrages maîtrisés de Pascal Plante. Écoute, pour un 3e film, c'est vraiment
maîtrisé, impressionnant. Et la musique de Dominique, son frère aussi, rajoute une couche de tension là, encore plus excitante. Fait que bref, voici notre entretien là, d'une 30aine de minutes avec Pascal et la productrice Dominique. Et on vous invite à aller voir le film. Il n'y a pas tant de spoilers. C'est sûr que je pense quand même que c'est le genre de film que, à la limite, préservez-vous de ça, allez voir le film et revenez nous écouter par après. Ça va maximiser votre expérience. Mais comme on dit parfois, si vous avez besoin de l'entretien pour vous convaincre, écoutez-le, il n'y a pas tant de divulgateurs dedans. Voilà, bon épisode. Alors, c'est avec grand plaisir que l'on reçoit le scénariste et réalisateur Pascal Plante et productrice Dominique Dussault du grand film Les Chambres Rouges. On peut le dire, on peut l'affirmer. Autant Jean-François et moi, on a vraiment adoré. Et on est très content de vous recevoir et de jaser avec vous, d'aller chercher, tirer les ficelles dans votre cerveau, comprendre des trucs. Parce que moi, je dois avouer que j'ai pas été, je pense, aussi déstabilisé avec un film québécois depuis les 7 jours du Talion. Ah ouais, OK. Ouais, c'est vraiment venu me chercher. Ça m'a shaké de ma zone de confort. Fait que j'ai beaucoup d'interrogations. C'est vrai que dans le cinéma de genre, il y a eu quand même les adaptations de Sénécal. Là, ça commence à dater, là, mais effectivement, on dirait que depuis, il y en a eu peu. Puis là, on revient avec quelque chose. Ouais, qui brasse la cage. Il y a un petit contexte différent. D'habitude, on reçoit les gens avant la sortie du film. Là, ça fait déjà une fin de semaine qui est à l'affiche. Moi, j'ai juste entendu des bons commentaires, des trucs dithyrambiques. Êtes-vous sur un nuage un peu? Ou... Oui, c'est certain. On contrôle pas cet aspect-là, la réception du film. Nous, on était confiants qu'on faisait un bon film. On a vraiment donné toute notre cœur, notre énergie. Puis quand on a ce type de retour-là, ça nous fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Oui. Surtout, ce qui est cool, c'est que c'est un film qui n'a pas vraiment de compromis. C'est un peu étrange quasiment que les institutions nous ont donné le feu vert comme ça. Ils ont comme du premier coup. Ils ont comme fait un peu, faites vos affaires, là, vous avez un track record, puis c'est pas pire. T'sais. Mais puis Dominique et moi, on travaille ensemble depuis longtemps, puis on est tous les deux des cinéphiles, puis on aime les propositions qui brassent un peu, les trucs audacieux, les visions artistiques distinctes, singulières, tu sais. Fait que, je veux dire, je le dis parce que des fois, les cinéastes, ils parlent de leurs producteurs quasiment comme des gens qui pourraient quasiment mettre un peu des bâtons dans les roues, couper un peu les ailes créatives, alors que nous, c'est vraiment pas comme ça qu'on se voit. On met tout pour pousser le truc plus loin puis faire de quoi de... Ouais, le plus original possible, peut-être, je sais pas. Là, vous êtes oui, je pense. Ouais, vous êtes sorti en rockstar de Fantasia, vous avez gagné beaucoup de prix. Comment s'est déroulée la projection là-bas? C'est un des meilleurs publics au monde, on peut le dire. C'était incroyable. Ça, c'est vrai que c'est un show de rock. Là. C'est vraiment à Fantasia. Puis, tu sais, tous les moments où ils peuvent exprimer quelque chose, ce public-là, ils le font. Tu sais, il y a de l'humour, mais à peine dans le film. Il y a peut-être le petit moment où Clémentine amène un petit peu de comic relief. Puis, le public de Fantasia le prenait à bras ouverts ces moments-là. Mais, tu sais, puis quand ça devient très inconfortable, dans le dernier tiers du film, on voyait les gens gigoter. On entendait des « Oh my God », tu sais, comme autour de nous autres. Donc, il y a quelque chose de très... c'est physique, une expérience comme ça, là. Puis c'était un honneur, là, d'ouvrir Fantasia aussi, vraiment. Ah, c'est hot. Puis les prix, j'étais pas là, moi, en personne. C'est Dominique aussi qui a... Puis ça, oui, comment tu l'as vécu? Un quiproquo, en fait, parce qu'on s'est fait dire « Ah, invite Dominique. Oui. » Donc là, le distributeur et Pascal me disent « Ah, ben vas-y, le film risque de recevoir des prix, souvent quand tu te fais dire ça. » Donc là, j'y vais, et un des premiers prix qui est annoncé, c'est pour la musique de Dominique Plante. Donc là, je me suis dit « Ah, ben c'est super, je suis très heureuse en tant que productrice que, évidemment, Dominique Plante gagne un prix. » Fait que là, c'est vraiment venu comme une surprise quand on a continué à avoir encore plus de prix. On s'attendait vraiment pas à ça. Oui, vraiment. Donc, oui. Fait que c'était pas déplacé pour rien. Finalement, non, mais j'étais là pour encourager Juliette et Dominique, l'autre Dominique dans tous les cas. Tu sais, quand tu te fais recevoir un message le matin de la remise de prix en mode ouais, on aimerait vraiment ça que vous soyez là. Tu sais, c'est comme. Il y a quelque chose entre les lignes. Ouais, c'est des coups de coude un peu, tu sais. Mais moi, je pouvais pas. En tout cas, bref, longue histoire, je pouvais pas être là. Mais non, mais c'est fou, tu sais. Puis c'est le fun parce qu'en plus, on revenait de Carlo Vivari, notre première mondiale. Ça, c'était en Tchéquie, en République tchèque. Puis, tu sais, Carlo Vivari a plus une posture de festival, tu sais, européen, intello, peut-être, tu sais, juste comme un plus, appelons ça répertoire, là, à faute d'avoir un autre mot. Fait que c'était le fun d'avoir la double étiquette, tu sais, d'avoir Carlo Vivari, mais tout de suite après Fantasia, c'est comme, OK, tu sais, on dirait que le film, il s'inscrit dans les deux, puis c'est le fun parce que on le voit que les deux sortes de public, tu sais, acceptent vraiment bien la proposition, tu sais. Donc, le cinéphile, je
je sais pas, là, Euro-Intello, là, je sais pas comment l'appeler, puis je sais pas, les tripeux de films de genre, on dirait les deux accueillent la proposition, là. Ouais. Puis on reviendra plus tard à la genèse, là, mais le fait justement d'être à l'international, à Karlovy Vary. Ça aide-tu déjà pour des ventes internationales futures, des choses comme ça? Oui, à date, ça va très bien. Il y en a beaucoup qu'on va pouvoir annoncer. Ouais, il y a des secrets mais il y a des secrets pour l'instant encore. Certains territoires que c'est en égo, puis ça devrait être ça regarde bien, en fait. Mais on peut annoncer la France, Belgique, Suisse déjà. Donc, on a hâte. Ah, c'est drôle. On dirait que la liste arrête là, mais là, nous on a une liste secrète de plein d'autres places qu'on a hâte de divulguer. Là. On a hâte de vous dire vous où le film va voyager. Mais les festivals aussi, il y en a plusieurs. C'est ça, je me demandais si, aussi. comme une fois qu'il sortait dans son marché principal, si c'était fini pour les Vraiment festivals. pas, en fait. Puis même canadien, au Canada anglais, ça va très bien aussi. Oui, c'est ça. Ben, tu vas pouvoir des festivals importants de l'automne, à part TIFF, parenthèse, parce que TIFF, ils veulent leur propre. Si tu dis oui à Fantasia, c'est sûr et certain que tu n'iras pas, par exemple, à Toronto. Il y a toute une question de qui a quelle première, un petit peu. Là. Ça, c'est tout c'est ça. Il y a comme un truc à naviguer là-dedans, mais non, on a vraiment, on va être dans nos valises beaucoup cet automne, des très, très cool festivals qui s'en viennent. Un Q&A à Toronto, au Bell Lighthouse? On n'y sera pas en personne parce que, mais encore là, vois-tu, on peut pas se dédoubler, ça nous prendrait des clones en ce moment. Mais, on a choisi la Gaspésie. Ouais, on est à Percé, au Perséide, en fait. C'est ça. Mais non, il y a plein de belles choses. Mais effectivement, il joue à Toronto le 19 août, puis on espère qu'il y ait d'autres projections aussi dans le Canada anglophone. Mais même, non, c'est ça, les territoires locaux, en tout cas, je t'épargne les détails, le nitty-gritty de tout ça, mais non, ça va pas prévenir là, des potentielles chances d'être pris à l'extérieur dans d'autres... Même non seulement ça, mais même si on avait une vidéo sur demande au Québec, on pourrait tout à fait, par exemple, sortir en salle, mais plus tard en France, par exemple, ça serait pas non plus complètement... c'est ça couperait pas trop les jambes au film ailleurs. Là. Non. Puis, je me demandais, après, je te passe la pop. Vas-y. Avec Nadia Butterfly, tu avais été sélectionnée à Cannes. Ben, on avait. Vous aviez, parce que Dominique a aussi produit Nadia. Mais, malheureusement, c'est l'année qu'il n'y a pas eu de festival. Fait que vous n'êtes pas allé. Est-ce que vous espériez est-ce que vous avez resoumis? Je ne sais pas comment ça marche. Vous espériez avoir une deuxième chance ou c'est bien rare tout le monde s'essaye. Là, je veux dire, ça, c'est un... Écoute, je n'ai pas jamais parlé publiquement. Là, je peux le parler, mais je peux le dire un peu. Mais non, mais oui, on s'était essayé, c'est sûr. Mais disons, tout de suite après, Karlovy Vary, ça a été vraiment une super sélection. Puis là, ça a lancé le film d'une très, très belle façon. C'est pas juste un prix de consolation. C'est un bel événement. Puis en compétition officielle, c'est ça, Karlovy Vary. Ils prennent seulement 12 à 13 films. OK, ouais. Mais non, absolument, c'est ça. OK. Bon, c'est quoi les Chambres Rouges? Allons-y justement à la genèse du projet. Donc, passer de Nadia Butterfly à les Chambres Rouges. Dans quel état d'esprit on se met quand on se met à écrire un scénario? Là, déjà, c'était la pandémie. Hein. Dès qu'on a fini Nadia, on est tombé en lockdown. Puis nous deux, on a même co-scénarisé une autre affaire pendant 2020. Là. En tout cas, je sais pas si... Qui est sorti? Non, c'est un futur film, mais on a décidé aussi de faire les Chambres Rouges dans tout ça. Et puis c'est... l'idée de base est venue surtout d'une amie qui avait assisté de très près à un procès hyper médiatisé. Puis elle avait vu ce phénomène-là de groupie. Puis quand elle m'avait parlé de ça, tout de suite, j'en ai parlé à Pascal. J'ai dit, il me semble qu'on n'a jamais vu au cinéma un film justement qui aborde ça, le phénomène des groupies ou des fans, des tueurs en série, et l'aspect plus médiatique, le tapage autour. Et après ça, Pascal, il a trouvé que c'est un bon filon. Évidemment, t'as voulu incorporer aussi le côté cyber-thriller et tout ça. C'est ça. C'est là où tout à coup la groupie, parce que c'est une bonne intuition de personnage. C'est vrai que... Puis juste parenthèse, je pense Dominique et moi, comme on disait, on regarde beaucoup de films, puis c'est drôle, notre inspiration, nous, elle vient pas de comme, on a aimé une affaire, puis on a envie de le recopier, Formule Québec. T'sais, nous, c'est plus l'inspiration, c'est plus comme, on n'a pas vu ça, puis on aimerait voir ça, donc, OK, ben go, on y va. On réagit plus aux besoins, là, on spot une carence à quelque part, puis on dirait que là, tout à coup, on a envie
remplir le petit trou possible. Ouais. Fait que c'est ça, ça vient de là. Puis ça, c'était une idée de personnage vraiment superbe, mais encore fallait-il qu'elle soit super participative dans le récit, parce qu'une observatrice, bon, par définition, Mané, OK, c'est bien beau d'avoir un personnage périphérique, mais Mané, tu la veux au cœur de quelque chose. Puis, exact. Mais là, donc, c'est une histoire tout à fait fictive, les Chambres Rouges, mais au fil de mes recherches, je suis tombé sur effectivement le phénomène des Red Rooms. Puis là, t'es comme, OK, donc un tueur qui ferait de la webcam live avec un public qui le type, dans le fond. Là, je suis comme, ben là, tout à coup, c'est une route à double sens. Là, tout à coup, les gens qui consomment ça peuvent devenir des personnages aussi. Bon, bref, donc, c'est l'aspect cybercriminalité est venu plus tard. Puis on a écrit ce scénario-là, j'ai écrit ce scénario-là dans le plus clair de 2021. Puis on a appliqué, puis ça a passé. Puis 2022, on le tourne. 2023, il sort. Ouais. Aviez-vous peur, ou en tant que productrice, de te battre pour que le film, vous attendiez-vous à devoir faire une V3, V4, V5? Ou... non, Pascal écrit déjà très bien. Okay. Donc, je dois avouer, sa V1 était quasiment la version finale. J'exagère, là, mais oui, d'emblée, toutes les péripéties et tout ça, c'était déjà très prometteur. Les personnages étaient bien campés. Ouais. Puis c'était de bien défendre la vision, justement, pour les institutions. C'est ça. Mais elles y ont cru. Mm-hmm. Puis je pense que c'est ça qui est beau. On sent une confiance aussi pour la relève. Puis il y a plein d'autres super films québécois qui sortent cette année, d'ailleurs, de collègues. Ouais. Donc, on est content de voir, je ne sais pas si on peut parler d'une nouvelle vague, mais il y a quoi qui s'en vient, je pense, en ce moment. Puis ce qui est vraiment drôle, en plus, c'est que, bon, faut que ça passe, nos demandes de sub, right? Fait que là, puis c'est drôle parce que le film, il est volontairement un peu oblique, et il laisse de la place à l'interprétation. Moi, je veux dire, quand je développais ma cinéphilie, que je sortais de Caché de Michael Haneke ou Inland Empire de David, des films de même, c'est comme, tu sors, mais faut que tu jases, là. Il faut que tu en parles et tout. Puis j'adore ça, puis on voulait faire une proposition comme ça. Mais ça s'explique comme mal à la Sodec, peut-être ça. Donc, il fallait, effectivement, nous, on était là, d'une clarté. Je peux vous dire exactement pourquoi elle fait telle chose dans le film. Mais maintenant que le film est sorti, mon grand plaisir, c'est de me mettre sur la banquette arrière puis d'écouter les gens, en fait, parce que c'est cliché de le dire, mais c'est vrai. Une fois qu'il est sorti, le dentifrice est sorti du tube, ben, il t'appartient plus. Puis, peut-être qu'il va y avoir des théories cachées sur le dark web. J'accueille ça à bras ouverts. Je trouve que c'est génial quand le cinéma nous permet ça, ces conversations-là. Parlons-en de Kellyanne, parce que généralement, pour ce genre de film-là, qui a un propos quand même difficile à voir, on se rattache à un personnage principal quand même fort ou avec lequel on va avoir de l'empathie, on se projette un peu dans ce personnage-là. On s'identifie. Alors là, c'est pas le cas du tout. Non. Le personnage reste ambigu tout le long, on ne sait pas est-ce qu'elle est gentille ou pas, c'est quoi son rôle et tout ça. Donc, est-ce que c'était sciemment voulu ou tu as des petites pistes à la réécoute qu'on va catcher un peu plus de trucs ou tu le laisses ouvert puis non, mais c'est voulu que l'imagination du spectateur parte dans tous les sens. Tu sais, même, il y a un moment donné, elle se lie un peu d'amitié avec l'autre personnage, un peu naïf, puis on se demande même qu'est-ce que les deux font dans le même monde. Puis non, moi, je suis même conscient qu'il y a des moments où on peut même penser que peut-être Clémentine, l'autre personnage, est quasiment en danger. Ou, Non, il y a un plaisir de jouer avec ça puis de danser un petit peu entre le cinéaste puis l'imagination puis les attentes du spectateur, surtout dans des films de genre. Les films de genre sont par définition, c'est des films codés, c'est des films que les gens connaissent. La plupart des cinéphiles d'aujourd'hui sont très lettrés, là, cinématographiquement parlant. Il y a un plaisir de voir venir les péripéties, d'essayer d'être plus malin que le film, puis de déjouer, puis de voir les trucs en avance. Mais moi, j'essaie d'être encore plus malin que vous, puis d'essayer de vous dérouter jusqu'à la toute fin. Puis bon, bref, non, c'est voulu, là. Ça souffle chaud, le froid, gentille, méchante, on n'a aucune idée. Hein. Puis jouer, oui, avec les codes du genre, mais aussi les codes un peu d'une histoire true crime. Puis on en a beaucoup consommé pendant la pandémie. Puis on voulait s'amuser puis faire un peu l'anti-true crime. Qu'est-ce qui est pas fait? Justement, le point de vue des femmes obsédées ou des médias.
Puis, Non, mais exact. Puis les films, tu sais, juste sur IMDb, tu peux chercher par mots-clés, puis quand tu rentres serial killer, il y a au-dessus de 5000 entrées, donc il y en a un puis un autre, là, des films ou des séries par rapport à ça, mais la part du lion de ça, c'est soit les enquêtes policières ou des fois des portraits, les tueurs, là, des films comme ça, mais effectivement, c'était vraiment juste, on le savait qu'on était dans un territoire très balisé, mais en même temps qu'il y avait un angle qui était frais. Puis Kellyanne, ben aussi, pour revenir à elle, donc c'est notre véhicule, on s'identifie pas à elle, mais le pari, c'était, et même par le choix de l'actrice peut-être, mais comment qu'elle l'incarnait, c'était qu'on puisse pas détourner les yeux, c'est-à-dire on est un peu hypnotisé, fasciné par elle, on a envie de la décoder un peu, mais elle donne très peu, donc on surinterprète les petits détails de son jeu et tout, donc c'est ça. Puis c'est seulement dans la deuxième moitié du film qu'elle commence un peu à préciser, disons, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle s'en va. Puis rendu là, on est comme dans une certaine noirceur, un gouffre, là, puis c'est le fun de tomber dans ce gouffre-là. Puis le casting, justement, de Juliette Gariepi, entre autres, qui est comme excellent. Puis j'imagine que c'est voulu de pas aller dans des visages connus, parce que tes castings sont toujours géniaux, là, tu sais, merci. où on pense, puis Rosemary Perrault, par exemple, d'Info Tatouage, qui est devenue une vedette par après, dans la suite de sa carrière et tout. Fait que c'est un exercice que tu fais de ne pas prendre Julie Le Breton, tu sais. Puis en plus, plus spécifiquement, Julie Le Breton, je l'aime bien, là, c'est pas la question. Mais non, mais c'est ça. Non, mais tu as tout à fait raison. Surtout dans ce cas spécifique. Je pense que chaque film a des raisons différentes pour des fois que je me tourne vers, appelons ça, des nouveaux visages. Bon, après, c'est quand même des comédiennes qui ils ont du métier quand même. Oui, c'est des pros. Je dis ça parce que dans Nadia Butterfly, c'était volontaire de. Par exemple, c'était des athlètes. Là, c'était des gens qui c'était clairement leur première expérience à l'écran. Bon. Mais tu sais, Juliette Gariepi, Laurie Babin, même Elisabeth Loca, les gens dans les rôles secondaires aussi, sont tous des comédiens de métier talentueux qui ont, entre guillemets, gagné leurs auditions. Tu sais, on les a vus, auditionnés, on les aime. Mais dans la logique des Chambres Rouges, où on crée un faux true crime, on trouvait que c'était particulièrement bénéfique d'avoir des gens que la plupart des gens, ils connaissaient pas a priori. Puis donc, tu prends l'énigme entièrement. Tu vois pas un acteur déguisé. Nommons, je sais pas, une jeune actrice dans le vent mi-vingtaine qui joue Kellyanne. Je sais pas. Redding, genre, non, mais... mais c'est pas contre eux, c'est juste de dire qu'elles sont très populaires. C'est peut-être pas pareil, tu sais. Puis voilà. Puis on savait que Juliette pouvait relever ce défi-là. Oui, justement, on l'avait vu dans des courts-métrages et idem aussi pour Laurie Babin. Donc, les courts-métrages te permettent très bien de voir le potentiel des comédiennes ou comédiens de la relève. C'est clair. J'ai vu un peu Juliette sur les médias sociaux, dans des entrevues. Elle est tellement drôle. Elle est à l'opposé complètement de ce personnage. Et Laurie aussi, dois-je dire. Hein, Laurie, en plus, oui, aussi, elle est super, bonne élève, cérébrale, douce et tout. Puis dans le film, elle est un peu, disons, confuse et très volubile, tout ça. Puis Juliette, c'est un peu l'inverse. Puis ils sont comiques, les filles, parce que quand ils sont ensemble, puis ils ont à parler de leur rôle, ils disent, c'est un peu drôle parce que moi, je t'imitais un peu toi, puis toi, tu m'imitais un peu moi. C'était comme... c'est le parfait du jeu, finalement. Ouais, mais c'est ça le plaisir de jouer les comédiens. Je pense qu'il faut avoir l'imagination en casting, de voir... De pas juste caster les gens pour un décliné d'eux-mêmes, d'essayer de gratter en dessous puis de voir, OK, quelle énergie ils projettent, ils pourraient projeter, puis là, après ça, c'est le plaisir de jouer, puis d'être dans l'imagination. Puis ça les a aidés de jouer différent d'elles-mêmes, tu sais. Surtout dans un film un peu glauque comme ça, peut-être. J'allais dire, par rapport à tes autres films, c'était quel genre de tournage? C'est-tu plus difficile? Il y a beaucoup de scènes de nuit, mais je sais pas si... Oui, en fait, c'est souvent des défis de lieu de tournage. Ouais. Dans Nadia Butterfly, c'était la piscine olympique. Là, on avait le palais le Japon. Il ne faut pas minimiser le Japon, un tournage à l'international. Mais dans le cas des Chambres Rouges, c'est les lieux de tournage. Le palais de justice de Montréal, c'est pas... Avec les ministères à dealer avec. Oui. Parce que même la salle qu'on voit, c'est la vraie, pas reconstituée. Non, on l'a vraiment construite en studio parce que c'était pendant la COVID. Il y avait des plexiglas et on ne pouvait pas enlever les plexiglas. Ils sont vraiment laides aussi. Je suis désolé de le dire. Il y a plein d'autres choses dans le palais de justice qui sont visuelles, cinématographiquement parlant, hein, bien entendu, mais tu sais, comme il y avait des défis de le lieu, comme Dominique disait, mais juste les arches de sécurité. On est le premier film, série
n'importe quoi qui a réussi à avoir des accès, mais c'est parce que Do, elle a dealé avec des ministères de la santé. Santé. La sécurité publique. Ok. Oui. Au moins, il n'y avait pas le ministère de la Santé publique. Non, ça quand peut- même, là, justement pas. Mais quand même, c'est ça, la salle d'audience. Mais encore là, ça, c'est un défi. Tu sais, il y a créer une salle d'audience complètement là, en studio, c'est quelque chose. Puis, tu sais, La Do, tour elle des peut- ben, c'est condos ça. aussi, avec le syndicat de copropriété et tout ça. Mais à chaque fois, c'est d'être transparent et s'y prendre d'avance. Ouais. C'est des négociations de 6 mois d'avance, 6 à 7 mois d'avance. Fait que si t'es dernière Oui, minute, t'auras c'est pas ça. ces lieux-là, c'est sûr. Puis aussi, des extérieurs là, autour du palais de justice, le centre-ville de Montréal, Vieux-Montréal, là, avec les trocs, puis le bruit, puis le chaos. Et la là, construction, il y Ah, avait des contremaîtres qui devenaient mes amis. Je les Ouais. appelais, OK, là, faites Ouais. la place pour nos camions de prod. Il y avait de la cohabitation avec la construction à Montréal. Puis avoir une productrice comme Do, là, en tout cas, là, je lance des fleurs, là, mais tu sais, non, mais d'avoir une production qui est tête, qui est organisée. Après ça, là, moi, j'ai pas à me soucier de ces affaires-là, comme parce que c'est son métier, mais moi, honnêtement, c'est de l'interférence, là. Bien souvent, tu sais, toi, t'as juste envie, t'as ta checklist dans la tête, t'as envie de travailler avec tes comédiens, tu sais, t'as envie de travailler avec les chefs de département créatifs, t'as pas envie que, disons, les défis logistiques, de régie ou de peu importe, c'est comme soit dans tes pattes, là. Fait que, tu sais, fait que c'est le fun quand j'entendais pas trop parler de Dominique puis que je la voyais pas trop, c'est que ça allait bien, tu sais, que tout roulait, là. Moi, je voulais parler de ta mise en scène vraiment ingénieuse pour un 3e long métrage, honnêtement. Bravo, très impressionnant. Est-ce que c'était déjà dans l'écriture du scénario, ton découpage visuel se faisait déjà ou c'est une fois quand tu as amorcé le tournage, mais tes longs plans séquences, une caméra vraiment très discrète qui se promène, c'est... Non, il y a très, très peu de trucs qui se passent au jour J. Alors, il y a quand même des fois, sauf, disons, mettons la scène de squash, ou tu sais, des trucs plus vivants ou à l'épaule, là, j'aime ça partir de la mise en place. C'est-à-dire, la mise en place va dicter un peu la mise en scène, mais dans ce film, puis dans Nadia Butterfly, on faisait ça constamment. Il fallait que ce soit, par exemple, le naturel de qu'est-ce qui feel correct pour les actrices, mais qui étaient moins expérimentées, mais on brodait la mise en scène autour d'elles. Dans le cas des Chambres Rouges, c'est peut-être le film, effectivement, qui était le plus millimétré, le plus paramétré. Puis non, on n'arrive pas à « Ah oui, on va faire ça de même! » Non. On avait une prévisualisation 3D. Moi, j'avais fait déjà un genre d'overhead avec un plan. Après ça a été fait en visualisation 3D. Après ça, on a eu une journée complète, de quasiment. Répétition générale. De répète, avec la grue télescopique, puis les avocats, les comédiens qui jouent les avocats, pour qu'au jour J, là, une fois que... Parce que c'est compliqué, il y a du monde là, à payer, là, les figurants, les acteurs, il y a beaucoup de monde dans cette salle d'audience-là. Fait qu'il faut que ça goal. Puis pour que ça goal, il faut être ultra prêt. On a fait tous les trucs dans la salle d'audience en 3 jours. Okay. C'est 40 plus minutes écran en 3 jours avec des trucs compliqués, puis des gros défis, puis la dernière scène dans la salle d'audience qu'on ne divulguera pas nécessairement, mais il y a des défis là, dans ces scènes-là, tout en 3 jours. Fait que non, on était prêt, archi prêt. Et la fameuse scène d'introduction, combien de prises elle a nécessité? Ah, on parle du plan séquence dans la salle d'audience? Mais complète, qu'on a réussi à faire au complet, le 12 minutes, il y a eu seulement 3 prises. Ouais, puis dont une qui était clairement... on n'avait pas commencé le zoom au bon moment, puis tout ça. Bon, bref. Mais, tu sais, moi, j'ai un principe. Sur des long takes, des plans séquences, moi, je fonctionne un peu comme au baseball, là, 3 strikes, you're out, là, tu sais. Fait que s'il y a un premier petit irritant, je me dis, tu sais, ça peut ne pas être grave, puis ensuite, ça peut continuer. Deuxième petit irritant, je suis au bout de ma chaise, puis le troisième, on coupe, puis on recommence parce que ça sert à rien de perdre, si ça dure effectivement 12 minutes. Puis encore une fois, parenthèse dans la parenthèse, mais c'était censé durer moins que ça, mais c'est que dès que les acteurs, tu sais, Nathalie Thanos puis Pierre Chagnon qui jouent les avocats, ils le font quand même de façon plus dramatique. T'sais. Fait que moi, quand je planifiais, j'enregistrais ma voix, puis là, je suis comme, ce plan-là, ça dure 6-7 minutes. Mais quand les acteurs, ils le font avec le gravitas, les bonnes pauses, là, je suis comme, OK, là, il est long le plan, mais c'est correct, c'est correct. Puis c'est ça qui fait que c'est captivant, je pense, mais c'était pas le but, là, de faire le plus long possible. Là. Je voulais pas que ça soit tape à l'œil comme plan, quand même. Bon, en tout cas, excuse, parenthèse dans la parenthèse. Mais c'est très fort parce que c'est au début c'est du film aussi, fait que ça présente les personnages pendant... c'est vraiment... C'est une immersion quasiment VR de c'est quoi être dans une salle de cours. C'est un peu ça qu'on voulait, parce qu'on est dans la tête un peu d'un robot au début du film. Avant que Kellyanne
elle essaye de calquer c'est quoi un humain avec des émotions, puis qu'après ça, elle soit complètement dans ses fantasmes. Tu sais, c'est un peu un robot. Donc, il fallait que la mise en scène elle soit in tune, là, tu sais, affûtée à ça. Puis, la meilleure, effectivement, tu dis VR, Dominique, mais même, c'est ça, ou même un peu un spectre qui flotte. Tu sais, Kellyanne, il y a toute l'aura spectrale là, autour d'elle, tu sais, existe-t-elle quasiment, là, je veux dire, c'est à ce point-là, c'est voulu, mais effectivement, le fait que la caméra, elle creep comme ça, elle vole un peu dans la salle d'audience. Avant de t'amener sur la musique, je vais prendre la balle au bon, parce que oui, puis tu parles justement spectrale, est-ce qu'elle existe ou pas? C'est peut-être juste ma théorie comme ça, mais en sortant du film, j'ai eu une vague impression du film High Plains Drifter de Clint Eastwood. Ah ouais, ben mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai vu ça, mais oui, OK. Parce que justement, ce personnage-là qui vient... Il arrive de l'enfer un peu, on dirait, puis il repart. Il arrive, c'est vrai, les plans d'ouverture puis de fermeture, c'est sur des heat waves dans le désert, il est en silhouette, puis c'est un peu un antéchrist tout le long, puis il repart dans le néant. Il arrive du néant, puis il repart dans le néant un peu. Ben oui, c'est un peu ça. On sait, il vient rendre justice, un peu comme Kellyanne, mais on n'a pas plus d'indications. Est-ce qu'il était réel ou pas, intervention divine ou quoi, tout parce ça. qu'effectivement, sans révéler la fin, mais tu sais, elle repart un peu dans le néant, puis au début du film, elle se réveille, on dirait d'un sommeil millénaire aussi, là, tu sais, je veux dire, elle ouvre les yeux, mais on dirait une vampire qui est... La musique évoque un peu le western, fait que c'est pour ça que moi j'ai eu... intéressant. Fait que je te laisse aller, monsieur maître de la musique. Je voulais parler de la musique. Je voulais parler de la musique de ton frère, Dominique Plante, puis moi, dès justement le début du film, j'ai trouvé incroyable cette trame-là, mais ça m'a surpris, je connais pas tant les codes du western, mais je sais là, cette musique-là est quand même westernish. Puis là, c'est là que Pat a fait la ligne. C'est peut-être parce que... Pourquoi? Sans être western, peut-être que pourquoi vous l'interprétez comme quelque chose... C'est que la plupart des westerns assument que la musique, elle est très prête. Tu sais, comme quand elle est là, elle est pas juste là en toile de fond, comme une béquille pour l'émotion. Tu sais, comme quand... je sais pas, quand il y a une guitare électrique qui arrive dans un cue d'Ennio Morricone, là, elle est là, puis elle est mixée, présente, puis tu sais, elle attire l'attention, mais on aime Morricone pour ça, tu comprends? T'sais, moi, je m'explique drôlement à quel point les cinéastes, ils ont peur que la musique attire l'attention sur elle-même. Je suis comme, il me semble que c'est fun. C'est une autre dimension. C'est une dimension avec laquelle on peut tout à fait jouer, surtout quand la musique, oui, elle peut attirer l'attention sur elle-même, mais finalement, c'est l'ADN quand même du film, puis c'est le personnage. Tu sais, Kellyanne, c'est un peu comme son thème. Tu sais, quand on voit la musique comme ça, puis les mélodies comme des thèmes, ben ça aide à la caractériser d'une certaine façon. Tu sais, t'as des notes de clavecin, t'as quelque chose, mais en même temps, t'as des guitares électriques dans la même musique. Pour moi, c'est Kellyanne, c'est ça, c'est du clavecin puis des guitares électriques. Tu sais, c'est ça qu'on aime là. Puis ton frère Dominique avait fait une pièce, je pense, sur Nadia Butterfly. Oui, ben là, il ramasse toute la trame sonore. C'était-tu prévu de même ou c'est comment ça s'est passé? Déjà, mon frère, écoute, il a travaillé sur certains de mes courts-métrages aussi. J'ai fait un court-métrage étudiant, mon Dieu. Ça fait quand même longtemps là, qu'il gravite un peu. Puis lui aussi, il s'est fait la main comme producteur un peu là-dedans, j'imagine. Puis lui, il a sa carrière parallèle. Il produit, il arrange pour des artistes ça fonctionne super bien aussi, leurs affaires. Bon, bref. Puis, mais à toutes les fois que je travaillais avec Doom, j'étais tout le temps vraiment content. Il me connaît, là, on se connaît super bien. On a des affinités artistiques, de goût. Il va jamais m'envoyer quelque chose qui va être à côté de la plaque. Après, on raffine, mais il me connaît bien. Bref, fait que je suis jamais déçu quand je travaille avec Doom. Puis ce coup-ci, c'était un film qu'on voulait un score. On voulait que ça parce que mes pièces temporaires, j'épiloguerai pas trop là-dessus parce qu'on peut en parler longtemps, mais les pièces temporaires étaient placées aux endroits très précis. On n'a pas mis de la musique là où on pensait qu'il n'y en avait pas, ou tout ça. Puis mon frère, finalement, il recréait quelque chose qui gardait l'essence de mes musiques temporaires, mais avec un souci de garder une unité stylistique. Puis, c'est ça, la musique de ce film-là, c'est entre le black metal puis la musique baroque, puis c'est ça. Fait que là, ça t'oblige-tu à collaborer avec lui à tout jamais maintenant? Je pense que chaque film dit que des nouvelles règles, que ce soit. Puis ça, c'est pas de la déloyauté. Comme là, par exemple, mes 3 longs métrages, ça a été 3 directeurs photo différents. Pour moi, il y a certains postes clés créatifs que c'est un peu
l'ADN du film en devenir va un peu dicter tes collaborateurs, collaboratrices. Mais disons ça simplement, là, en restant vague, mais j'ai adoré, là, vraiment. Je suis full fier de mon frère. Puis c'est ça, c'est son premier score, mais 38 minutes de musique quand même. Il va y avoir des vinyles aussi, Ouais. éventuellement. Oui, Ben parce là, que la musique était tellement bonne qu'on s'est dit pourquoi pas faire des vinyles. Donc, Spotify, ça s'en vient aussi, là, vraiment. right. Ouais. Est-ce que je me demandais, est-ce que dans le milieu, on vous surnomme Dédé puis Pépé? Non, mais ça serait pas pire. Un beau duo comique. Ça commence maintenant. Oui. Non. Non, mais d'autres, elle produit pas juste mes films, là. Elle produit plein de trucs super. Nemesis Film, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que, ouais, puis j'ai remarqué, il n'y a pas d'entente avec un distributeur particulier. C'est comme à la pièce, de film en film. Oui, Anthrax, c'est une première collaboration, puis ça a super bien été. Puis je produis un autre film, puis ça va être Anthrax encore. Donc, ça dépend. Je produis aussi des documentaires. Donc, quand c'est des documentaires, il y a des distributeurs qui sont plus spécialisés aussi. Ouais. Donc, mais oui, j'aime ça développer une relation avec... Parce que ce qu'on disait... Non, mais je disais juste, Nada Butterfly, c'est un autre distributeur, mais c'est ça, je pense qu'il y a 1001 facteurs quand même là, qui peuvent faire qu'on va avec l'un, avec l'autre. Ouais, mais aux États, des fois, on voit des espèces de deals que... comme avec les studios. Nolan, par exemple, qui vient de sortir de Warner, des choses comme ça. Fait que t'es quand même au tournage tous les jours, c'est juste que t'as pas les mêmes soucis que le cadrage. Je suis là à tous les jours. Je suis vraiment une productrice de terrain. Okay. Il y a même une actrice sur un court-métrage que je produisais, quand elle m'a vu bloquer des rues, elle a dit « Toi, t'es une PTT ». Puis j'ai dit « Quoi? » Une productrice tout-terrain. Et j'aime cette appellation-là maintenant. Mais tu sais, Do est drôle. Elle arrive à son laptop sur le bras, son cellulaire dans l'autre bras, puis elle est là. Puis, en tout cas, c'est vraiment, on dirait, une hydre à 8 têtes là, qui fait 40 000 affaires, mais c'est beau à voir. Mais c'est important d'être là, de voir, s'assurer que tout va bien, mais aussi d'être présente pendant les prises, parce que tu le vois, est-ce que ça fonctionne ou pas. Puis après ça, si Pascal vient me voir puis il me dit « Ah, j'aimerais ça refaire cette prise-là », puis t'étais là, c'est plus vite à accepter... un dépassement ou un reshoot d'une scène. Oui, parce que tu le sais que c'est réellement pour le bien du film. Puis ça, c'est vraiment ça. C'est les décisions. Puis il peut en avoir des décisions crève-cœur. C'est vrai que des fois, on peut couper des choses, tu sais. Mais nous, on essaie vraiment à ce sujet-là. On coupe avant, en fait. Pascal est tellement bien préparé. En fait, on a dépassé, je pense, une fois de 15 minutes. Okay. Puis sinon, c'est l'inverse. On finit d'avance. Des fois d'avance un peu, là. Ouais. Mais c'est tout c'est à l'honneur de Pascal. Il est vraiment bien préparé. Puis on planifie bien nos journées aussi avec la première assistante à la réalisation, Marie-Alexandre Kirouac. Oui, mais je parle même au scénario. C'est là que je m'en venais. C'est que Dominique, elle n'arrive pas non plus juste à lire toutes les versions. Puis après ça, mettons que là, avec l'assistante à la réalisation, on fait par exemple un horaire tentatif. Puis on se rend compte, OK, ça va prendre un peu plus de jours de tournage qu'on pense. Puis c'est peut-être ça prend plus de temps. Puis si on a à couper, la meilleure économie qu'on peut faire, moi je le dis souvent, c'est de ne pas tourner une scène. C'est-à-dire une scène que tu n'es pas 100% sûr, qui va peut-être être coupée au montage si ça se trouve. Ben, la meilleure économie, c'est de la dropper avant, d'une certaine façon. Fait que nous, on essaie d'être extrêmement brutal puis d'avoir le discernement de se dire tout ce qu'on tourne est essentiel, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Puis ce que ça fait, c'est que mes montages vont vite parce que on met presque tout ce qu'on tourne dans le film. On coupe on coupe des débuts de scène, des queues de scène. Évidemment, on travaille le rythme, mais c'est bien rare là, qu'on coupe des... Puis ça peut arriver, c'est sûr, mais le ratio, il est bas. Là, il est très, très bas. C'est comme ça, je pense que le film, il a de l'air de valoir quasiment à la limite plus cher que, on maximise notre budget de même, je pense. Moi, un autre aspect du film, étant un fan de légende arthurienne, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'allusions à cet univers-là, donc d'où c'est venu chez toi. Ben oui, alors, il y a un début de réponse qui est vraiment terre à terre puis un peu drôle, mais c'est qu'on voulait juste pas une Lisbeth Salander québécoise. On voulait, parce qu'au scénario, ça pouvait être facile de la comparer rapidement au personnage de Millennium. Parallèle non, mais of course, c'est sûr, oui, mais quand même, tu sais. J'aurais pas mis un côte de cuir puis des piercings là, à m'amener là, parce qu'il y a trop peu de référents de ce genre de personnage-là, puis c'est un référent culturel fort, Millennium, que ce soit littéraire, puis il y a la version suédoise, il y a David Fincher qui s'est mis la griffe dedans, je veux dire, puis déjà que là on compare le film évidemment un peu à Fincher, dès que t'es un peu un thriller glauque, of course, que tout le monde te compare à Fincher tout le temps, mais bon, fait que là il fallait s'en sortir de ça là, un petit peu. Donc ça c'est le premier élément de réponse, mais ensuite il y a eu tout un plaisir
de façonner cette espèce de background-là, un peu médiévalo-fantasmé, de Kellyanne, puis médiéval, mais pas kitsch, c'est pas du médiéval comme dans Bungalow, il y a du médiéval, mais là, c'est comme c'est drôle, c'est bon, bref. Premier degré. Mais c'est assumé, c'est pas du tout, puis c'est bien correct, là. Mais ce que je voulais dire, c'est on n'allait pas dans le kitsch du médiéval, on allait dans comme, je sais pas, une poésie. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, absolument. Puis encore une fois, c'est lié à l'aura un peu millénaire de ce personnage-là, puis l'alter ego, Lady of Shalott, il y a peut-être de quoi un peu à voir là. Bon, tu sais, ça, c'est moi qui m'amuse, parce que rendu là, c'est des sous-couches, tu sais, ça n'empêche pas d'apprécier le film si on n'a pas saisi des parallèles, Lady of Shalott, Chevalier, Lancelot, bon, peu importe. Là. Ouais. Mais pourquoi pas donner des petites affaires comme ça, ceux qui peut-être ça va leur tenter de voir le film 2-3 fois, mon Dieu, j'espère un jour, mais ça fait des petites couches, des petites plures d'oignons à enlever à chaque fois, puis à essayer de creuser, puis parce que c'est sûr que c'est là, moi c'est un de mes plaisirs, tant qu'à faire un film un peu geek, alors, soyons geeks, là, tu sais, donnons de la matière là. Quand est-ce que tu sais que t'en as mis assez à ce moment-là, genre que là je peux arrêter d'écrire, je pense que mon scénario il est complet. Parce que c'est vrai que writing is rewriting, là, c'est cliché de le dire, mais tu sais, puis même on écrit je veux dire, on arrivait. On est en pré-production, qu'on est encore en train de faire des nouvelles versions de scénario. Hein. Souvent, c'est un petit peu pour épurer rendu là. Ouais. Souvent, c'est il y a telle affaire qu'il faut. Ouais, tu peux plus rajouter 2 scènes. Ouais, là, on rajoute plus. On essaye de distiller. Mais la réponse, c'est la scène, elle peut se réécrire jusqu'à temps qu'on la tourne. C'est ça. Fait que c'est le temps qui a mané. Fait que faut que tu la tournes, tu peux plus écrire. Exactement. Mané, quand c'est assez bon, je dis pas ça en vantardive, mais à Mané, il faut avoir le discernement. C'est assez bon, on peut rentrer en pré-prod, on a on a des dates de tournage tentatives, puis il faut être prêt, puis il faut juste y aller. Fait qu'à Mané, c'est correct parce que on pourrait réécrire toute notre vie puis jamais rien sortir. Là, ça peut devenir la procrastination, là, le perfectionnisme. Ouais. Fait qu'à Mané, il faut savoir que OK, là, il faut juste se lancer. Là. Exactement. Mais vu que visiblement, t'aimes écrire tes affaires, t'aimes le jeu d'écrire puis de construire, est-ce que tu réaliserais à mener le scénario de quelqu'un d'autre? Ou... Faudrait que ce soit, surtout la première fois, si j'avais à faire ça, il faudrait que ce soit un match comme parfait. Il faudrait que ce soit quelque chose que je lise puis que je fasse. Genre, je suis jaloux, j'aurais aimé ça, écrire ça. Parce que ça arrive des fois quand je visionne un film en tant que cinéphile, ça arrive rarement, mais il y a quelques films dans une année où je peux faire ça c'est un film que j'aurais aimé faire. Mais il faudrait qu'un scénario me tombe dans les bras puis que ce soit quasiment ce genre de coup de foudre-là. Le dernier Indiana Jones, j'imagine. Écoute, non, mais non, puis je sais pas, réaliser pour. Faut que je croie aux images. Ça sert à rien de filmer des images qu'on n'est pas à 100% derrière. Là. Ça rajoute juste du bruit dans l'amas infini d'audiovisuel. Là. Fait que non, il faudrait vraiment que je sois hyper connecté. Mais la réponse, c'est oui, j'aimerais ça. Okay. On verra. J'avoue qu'on pense souvent à comme 30 jours de tournage, mais c'est comme 3-4 ans de travail puis d'être dessus puis préparation puis tout. Si c'est juste pour le faire pour le faire. Ouais. Mais nous, on évite ça, c'est 24 jours, les chambres. Oui, non, mais je comprends. Mais juste parenthèse pour donner des chiffres, là, c'est ça, les chambres rouges, ça a été 24 jours de tournage. Fait que c'est un rythme soutenu. Le scénario que vous avez coécrit ensemble, est-ce qu'il est complété ou oui, comment c'est ça se passait cette dynamique-là? On espère que ça soit le prochain projet, mais des fois, il y a des aléas de la vie qui t'amènent ailleurs, comme pour les chambres rouges. Donc, qui sait, peut-être qu'il va y avoir un autre film dont on ne sait pas encore qui va exister puis qu'on va faire. Et en tant que productrice, quand toi t'embarques dans l'écriture, est-ce que tu vas voir ça avec un autre œil aussi? Est-ce que tu as toujours ton chapeau de productrice pour dire ça? C'est sûr, mais souvent je dis, même à tous mes collaborateurs, écris sans penser au budget. Ouais. Parce qu'après ça, il y a 10 000 manières de faire une scène. Si quelqu'un veut des explosions ou une fusée, est-ce qu'on peut prendre des archives ou est-ce que le son de la fusée qui décolle peut être hors champ? Il y a toutes sortes d'astuces pour économiser. Tout en laissant donc tu te censures pas une suggestion. Donc, non, c'est pas dans la censure. Puis après ça, tu as les réalités budgétaires qui embarquent, mais c'est d'avance que tu prépares le terrain. Donc, non, je suis pas la productrice qui demande de couper des scènes à une semaine avant la journée parce que là, tu diminues la qualité du film. Mm-hmm. Mais puis c'est ça, puis c'est le temps de rêver, tu l'as bien dit. Je pense qu'à l'étape de l'écriture, c'est... Parce qu'après ça, on est tout le temps en train de parler du réel, puis le réel se met dans tes pattes, puis il faut trouver des compromis tridimensionnels, réels, humains, logistiques, à tout ce que toi, tu as envie de faire, qui
qui est artistique, là, qui est bon. C'est là que tout est possible, finalement. Ben exactement. Oui. Fait qu'au Ouais. scénario, je pense que, tu sais, à un moment donné, parce que sinon aussi, puis à un moment donné aussi, il faut que le geste d'écriture soit fluide, parce que si tu avances d'un pas, puis là, tu réfléchis, est-ce que ça se peut, est-ce que c'est possible, tu sais, à un moment donné, tu n'auras juste jamais de spontanéité de geste. À un moment donné, il faut vraiment juste comme, faut plonger aussi. Puis co-écrire, ben, moi, c'était la première fois. Do, c'était notre première fois là, de Oui, nous deux, co-scénarisation. ouais. J'avais co-scénarisé un court-métrage d'animation. Oui, c'est vrai, Oui. c'est vrai. En fait, toi, tu avais de l'expérience de co-scénarisation, puis pas moi. C'est vrai. Absolument. Fait que tu sais, c'est de trouver un rythme là-dedans parce que, bon, mais on travaille bien ensemble, tu sais. Oui, puis souvent aussi, justement, le métier de producteur, c'est très créatif. Le monde, c'est ça. il pense pas, mais nous, c'est la créativité de maximiser les sous à l'écran. Donc, c'est là le côté créatif, justement. Puis c'est important d'avoir cette confiance-là. Oui, mais tu sais, quand tu lis des scénarios, tu le dis, là, je veux dire, toi, tu es constamment. Puis tu sais, quand tu demandes. Tu n'arrives pas et tu ne demandes pas des altérations comme la boss qui met son poing sur la table, mais ça peut t'arriver. Des fois, tu lis des versions, puis là, tu arrives avec un bagage créatif, mais comme de dire, il y a peut-être ci, puis ça, on pourrait l'ajuster, le retravailler. Fait que, honnêtement, c'est peut-être pas tous les producteurs et productrices qui sont aussi impliqués artistiquement que Dominique, mais Do, c'est quasiment un prolongement du travail scénaristique d'une certaine façon, d'avoir la lucidité d'analyse qu'elle a lorsque. Ben, à toutes les étapes, là, même. Là. Ouais. Ben, moi, pour finir, j'ai remarqué qu'il va y avoir le retour du gala Québec Cinéma. Oui. Moi, si j'étais vous, je garderais des places libres au-dessus de vos foyers parce que moi, je pense que j'allais repartir avec des bras de robot, là, des jambes de robot. Non, ça ressemble un peu à ça. Non, mais je sais même cool. pas Non, mais écoute, tu sais, les prix, je sais que c'est de bon cœur, là, tu fais une blague, mais tu sais, les prix, on y pense honnêtement pas tant parce que, tu sais, c'est comme... C'est niaiseux être compétitif en or de un, mais écoute, par contre, quand on en reçoit un, c'est sûr qu'on tripe puis mais à un certain point, je veux dire, nous, le film il est fait, là il est fait, on l'accompagne du mieux possible, s'il est bien reçu, c'est hyper trippant, mais on peut pas, on vit pas nos vies autour des prix qu'on aimerait gagner. Ouais, c'est ça, puis battre Francis Leclerc. Non, c'est ça, là, on n'est pas, ça n'a pas de sens, puis surtout en cette année. Le public qui nous nourrit beaucoup, justement, avoir le retour du public, puis c'est ça. C'est vraiment un film qui vaut la peine d'être vu en salle. Tu sais, vous avez parlé de la musique. Oui. Ah, c'est vrai. Immersif. C'est immersif. Oui, c'est le grand écran. Ouais. Ajoute beaucoup. Puis l'espace mental qu'on se donne en salle, parce que le film, il y a un parti pris rythmique. Il débute, il prend son temps, mais c'est invitant, ça, en salle, d'être un peu prisonnier de l'espace-temps, puis d'être complètement plongé dans le truc. Donc, on est super contents. Puis voilà. Fait qu'on espère que... Ben là, on sait déjà que notre automne, il est occupé. Donc déjà, on le sait que la suite est lumineuse. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci Pascal Dominique. Bonne vie aux Chambres Rouges au Québec et à l'international. Puis, auditeurs, si vous voyez un Q&A avec Pascal, n'hésitez pas à y aller. Il adore répondre aux questions du public. Merci beaucoup de l'invitation. Merci.